Bienvenue dans Dimanche en politique, votre magazine de débat régional. À mes côtés, comme chaque semaine, Laurent Dubois, notre journaliste politique de la rédaction. Bonjour Laurent. Bonjour Patrick. Alors la main tendue d'Emmanuel Macron a, semble-t-il, commencé à fissurer la droite cette semaine. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la gauche et à ses divisions. Alors, législative en Midi-Pyrénées, où va la gauche? Avec nous pour répondre, 4 invités. Monique Iborra, bonjour. Bonjour. Vous êtes député d'Hiver Gauche de Haute-Garonne et vous avez été l'un des premiers soutiens d'Emmanuel Macron ici dans notre région. Face à vous, Marie-Pierre Vieux, bonjour. Bonjour. Élu des Hautes-Pyrénées, vous êtes membre du comité national du Parti communiste. Manuel Bompard, bonjour. Bonjour. Vous avez été le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon pendant la présidentielle et aujourd'hui vous représentez la France insoumise. Enfin également avec nous, Sébastien Vincini, bonjour. Bonjour. Vous êtes le premier fédéral du PS en Haute-Garonne. Alors avant de vous donner la parole, messieurs, dames, on va écouter celle des citoyens, c'est la tradition ici. Alors s'y retrouvent-ils dans cet échiquier politique en plein bouleversement? Et puis, comment analysent-ils les divisions de la gauche? Vous êtes allé leur poser la question, Laurent, sur des images de Jean-Pierre Duns. Ici, à Saint-Cyprien, à Toulouse, les représentants de Jean-Luc Mélenchon font leur marché. Mais est-ce que les électeurs potentiels et les Toulousains ont de l'appétit pour la gauche? Eh bien, on va voir et entendre que c'est pas vraiment le cas. Si je vous dis la gauche française. Elle est cuite. Elle va mal pourquoi? Elle va mal pourquoi? Parce qu'ils sont tous en train de se tirer dans les pattes. Voilà, c'est tout. Pour le Parti Socialiste, c'est une image déplorable. Depuis quelques années, pourtant je suis de gauche, mais bon, c'est honteux ce qu'ils font depuis 30 ans. Et la gauche, bon, il faudrait qu'ils trouvent un autre leader que Mélenchon et pour y se reconstruire. Qu'est-ce qui incarne le mieux la gauche française? Plutôt Hamon. Il s'est pas vraiment fait découvrir, on l'a pas assez vu au fait lors des élections, mais Hamon pour les jeunes surtout, il a beaucoup d'idées. Moi je préfère Valls que Mélenchon et Hamon. Hein. Mais c'est pas vrai encore avec ça, mais ça y est, c'est fait. Il y a les législatives. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que les législatives sont une occasion pour la gauche de se ressaisir? Oui, mais il faudrait d'abord, avant de se ressaisir, se redéfinir peut-être, parce que les contours sont flous, incertains. Il faut laisser la chance au président en place et s'il n'a pas les pleins pouvoirs pour mettre en place quelque chose, je ne sais pas si ça servira à rien tout ça quoi. Macron, il attend d'avoir les législatives, d'avoir la majorité, mais je pense qu'il ne l'aura pas. Et puis après, c'est à nous battre. Hein. Vous pensez que Macron est quelque part fait exploser le PS? Oui, toute la gauche, il fait exploser. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Au revoir. Alors, un Premier ministre de droite, un gouvernement qui réunit élus de gauche, de droite centriste, société civile. Alors, Monique Iborra, est-ce que, comme le vient de le dire la dame, Emmanuel Macron a fait exploser la gauche? Écoutez, je crois que vraiment la gauche n'a pas attendu Emmanuel Macron pour exploser. Elle a explosé, ça fait déjà un moment, au gouvernement d'abord, pendant 5 années, où on a vécu, en effet, le Parti socialiste avait vraiment gagné toutes les élections. Il avait l'Assemblée nationale, il avait le Sénat, il avait les villes, il avait tout. Les régions. Les régions, bien sûr. Et il a pratiquement tout perdu. On a vécu au niveau de l'Assemblée un groupe qu'on a appelé les frondeurs et qui ont fait, bien entendu, exploser la gauche et a rendu complètement illisible même l'action du président François Hollande. Sébastien Vincini. La gauche est en difficulté. On a connu une présidentielle marquée par les affaires, marquée par la division de la gauche. Et aujourd'hui, le résultat est que la gauche du gouvernement a eu un score très difficile à la présidentielle. Monique Iborra, Sébastien Vincini, est-ce que le Parti socialiste en fait n'a pas explosé? Est-ce qu'il n'a pas implosé parce qu'il s'est enfermé dans des luttes intestines entre les frondeurs et Manuel Valls? Est-ce que la première victime du PS, le premier bourreau du PS, c'est pas le PS lui-même? La première victime de ce quinquennat, c'est effectivement le Parti socialiste, on peut le dire. Le gouvernement a eu des difficultés à gouverner, à surtout marquer l'opinion, à avoir l'adhésion des Français durant ce mandat. Les frondeurs exprimaient un besoin de plus de social, de prise en compte un peu plus des personnes fragiles ou en difficulté sur un certain nombre de lois. Demander un peu plus de dialogue social, on l'a vu sur le débat
cas de la loi El Khomri. Malheureusement, il y a eu une attitude du Premier ministre qui a bloqué en quelque sorte le dialogue au sein de la gauche parlementaire. Marie-Pierre Vieux, cette explosion de la gauche qu'on vit aujourd'hui, vous l'attribuez à quoi, vous ? Il y a quand même un quinquennat qui est dramatique pour la gauche. Je crois que le premier fossoyeur de la gauche, il a un nom, il s'appelle François Hollande. Je pense que d'une certaine manière, Emmanuel Macron ne fait que continuer un travail qui a été commencé à être fait. Après, je crois que ce qui est saillant aujourd'hui dans le nouveau gouvernement, c'est un trait extrêmement libéral, avec une cohérence, quels que soient par ailleurs les ministres, qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient de droite. Et donc, à partir de là, quelqu'un interroge sur qu'est-ce que la gauche aujourd'hui. Moi, je crois que la gauche aujourd'hui, c'est ce qui va se construire de manière diverse à partir d'une autre cohérence, qui est le refus de l'austérité, qui est un nouvel âge démocratique et qui est la transition écologique. Et alors, vous aviez commencé à construire quelque chose ensemble, et puis après avoir été unis à la présidentielle, vous semblez à nouveau diviser PC et France Insoumise, Manuel Bompard. Non, mais d'abord, je pense que le principal enseignement de l'élection présidentielle, c'est une clarification du champ politique. Et de ce point de vue-là, bien sûr que François Hollande avait entamé le travail, mais en nommant le gouvernement... sur la tombe de François Hollande, c'est ça? Non, moi je vous danse pas, parce que je pense que ce dont on parle, c'est les intérêts du pays, là, des citoyens, des difficultés sociales, donc personne ne danse. Mais je crois que le champ politique a été clarifié. Aujourd'hui, il y a trois grandes familles politiques. Il y a au centre, ce que j'appelle l'extrême finance, autour de M. Macron, avec une partie de la droite et une partie du Parti socialiste, l'extrême droite, qui malheureusement a quand même progressé entre les deux tours. Je vais y venir, mais et puis une troisième famille qui est un humanisme écologique pour le partage des richesses, la transition écologique, la 6e République, qui est incarnée, je pense, par Jean-Luc Mélenchon. Alors après, pourquoi? Parce qu'il y a un programme qui a été celui de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, qui est le programme L'Avenir en commun, et qu'aux élections législatives, nous avions dit depuis le début, nous souhaitions avoir des candidats aux élections législatives qui portaient le même programme qu'à l'élection présidentielle. Le Parti communiste avait choisi de faire une campagne autonome à l'élection présidentielle, et il choisissait d'avoir des candidats aux élections législatives sur la base de son propre programme, parce qu'il y a, bien sûr qu'il y a beaucoup de convergences, mais il y a aussi quelques divergences. Donc voilà, la difficulté, elle est avant tout programmatique. Il y a eu des discussions, vous le savez, entre la France Insoumise et le Parti communiste. Malheureusement, elles n'ont pas abouti. Maintenant, nous sommes en campagne. Marie-Pierre Vieux, votre analyse, vous? Moi, mon analyse immédiate... De votre séparation pour ces élections? De notre séparation, de toute manière... PC, France Insoumise. Pour l'heure, est un dommage collatéral pour tous les gens de gauche. Parce qu'à un certain moment, il y a une question qui est posée. Contrer immédiatement la politique de Macron et ouvrir une perspective, c'est se doter d'une majorité parlementaire. À partir du moment où les forces de la France insoumise, les forces communistes, les forces front de gauche, et peut-être plus avant d'ailleurs, parmi des électeurs socialistes, des forces sociales et des Verts, ne sont pas réunis à la législative, eh bien, on ne pourra pas se doter de cette majorité. Moi, j'entends la formidable campagne de Jean-Luc Mélenchon, je crois qu'on y a contribué. Elle est formidable, mais elle fait 20%. Pour une majorité, il en faut 50%. Oui, écoutez, aujourd'hui, on a un président de la République, ce qui n'est pas rien. On a un président de la République, on a eu dès le départ avec Emmanuel Macron, on a eu une nouvelle offre politique. Est-ce que c'est une offre de gauche quelque part ou pas du tout? Ni de droite ni de gauche. Et vous, je reviens sur des propos que vous aviez tenus sur notre blog politique. L'offre d'Emmanuel Macron, qui est un réformateur et un progressiste, s'inscrit dans la tradition de gauche. Absolument. D'ailleurs, vous m'avez invité en tant que divers gauche, donc je suis là avec vous. Et donc, vous m'avez bien reconnu de ce point de vue-là. Vous, ça ne vous gêne pas d'avoir Édouard Philippe, maire de droite, qui se revendique de droite? Écoutez, ça me gêne pas du tout. Ça me gêne pas du tout parce que Emmanuel Macron avait annoncé dès le départ, et il est le seul d'ailleurs qui n'a pas modifié son programme, contrairement au Parti socialiste, contrairement à la droite, il n'a pas modifié son programme. Il a dit qu'il ferait une nouvelle offre politique avec des gens de droite, avec des gens du centre, avec des gens de la société civile et avec des socialistes. Ou en tout cas des gens de gauche. C'est ce qu'il a fait. Pendant cette campagne présidentielle, on s'est interrogé toujours. Moi, je me souviens sur ce plateau, vous m'avez posé la question de connaître la ligne politique de Macron. Je vous disais qu'elle était incertaine et qu'on ne la connaissait toujours pas. Depuis la nomination de son Premier ministre, un député maire de droite, républicaine, classique, plutôt même conservatrice, puisqu'il a voté durant le mandat précédent contre la loi sur la transition écologique et énergétique, contre la loi sur le non-cumul des mandats, contre la réforme sur l'éducation. On a un Premier ministre clairement conservateur. Et en mettant les postes clés
de son gouvernement. On pense au ministère de l'économie, en donnant Bercy à deux personnalités comme Bruno Le Maire ou Gérard Darmanin, très clairement, il va pouvoir mener une politique économique d'inspiration libérale. Sauf, excusez-moi, là je ne peux pas laisser dire ça, sauf que les ministres qui ont accepté de venir, les ministres de droite qui ont accepté de venir au gouvernement, c'est bien pour appliquer la politique d'Emmanuel Macron. Il ne faut pas faire semblant de dire ils vont faire leur propre politique. C'est bien ce que je dis. On connaît enfin la ligne d'Emmanuel Macron. Social, c'est évident. C'est évident pour vous. C'est évident pour vous. On va revenir sur les propositions de Jean-Luc Mélenchon, avec des dépenses qui vont jusqu'à 208 milliards quand même. Mais si, ne me dites pas non. On ne va pas revenir sur les programmes de la présidentielle. J'aimerais éclaircir quelque chose avec vous, Sébastien Vincini. C'est cette déclaration de Bernard Cazeneuve jeudi soir à Cap-Pendu dans l'Aude pour le meeting de lancement régional des législatives. Pour faire réussir Emmanuel Macron, il faut lui donner une gauche de gouvernement pour ne pas le laisser seul avec ceux dont on connaît la politique parce que nous l'avons éprouvé. C'est une plaisanterie, je pense. Non, du tout. C'est ce qu'il a déclaré. Je n'ai pas inventé la phrase. Ça peut être une plaisanterie. Nous sommes pour la réussite de la France. C'est incontestable. Nous ne sommes pas une gauche contestataire ou qui va rester dans une opposition systématique à l'avancement de notre pays. Pour autant, il faut pour cela qu'il y ait la pluralité à l'Assemblée nationale, donc une gauche de progrès présente, représentée par des députés socialistes. C'est compliqué ce grand écart. Voter Macron, mais en même temps voter socialiste parce que nous ne sommes pas Macron. C'est pas nous appelons pas à voter Macron, nous appelons très clairement à voter ça fait pour les candidats. Non, mais c'est-à-dire que je pense qu'il faudrait prendre les choses étape par étape. On a voté à l'élection présidentielle pour élire un président de la République. Tout le monde a vu qu'au deuxième tour, beaucoup de gens ont voté par ailleurs par défaut. D'ailleurs, certains se sont abstenus, certains ont voté blanc, d'autres ont voté Macron pour chasser Madame Le Pen. Bon, mais on n'a pas choisi un projet pour la France. Et l'enjeu des élections législatives, parce que là, j'entends parler de majorité, de minorité, mais aujourd'hui, la majorité à l'Assemblée nationale, elle n'est pas déterminée. Et l'enjeu de l'élection législative, ça va être de la déterminer. Nous ne appelons pas à être dans une posture d'opposition. Nous appelons à construire une majorité autour du programme de Jean-Luc Mélenchon. Voilà l'enjeu de l'élection législative. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'à un certain moment, moi aussi, je suis pour construire une majorité autour d'un programme. Y compris, je suis prête à prendre le programme de Jean-Luc Mélenchon, avec qui, à 98%, on est d'accord. On peut avoir quelques désaccords. C'est dommage, c'était pas la position de la direction communiste. Mais... Je suis désolée, je suis membre de la direction du Parti communiste, et si on a soutenu Jean-Luc Mélenchon, c'est bien d'abord à partir d'un programme. Pour autant, on peut présenter des candidats au premier tour. Jean-Luc Mélenchon, comme n'importe quel homme et femme de gauche, pour faire une majorité, à un certain moment, devra s'allier avec d'autres. Et je pense que, quelle que soit la gauche... Mais c'est une question concrète aux législatives. Ça veut dire qu'on devra retravailler ensemble pour avoir des parlementaires, et y compris qu'on devra travailler peut-être avec des députés frondeurs ou avec des Verts qui, pendant tout le dernier quinquennat, ont voté contre la loi travail ou ont voté contre l'État. Alors on va voir si les lecteurs s'y retrouvent, parce que ça va pas forcément être simple à analyser quand ils vont recevoir toutes les professions de foi, y compris les électeurs de gauche. Illustration dans le Tarn sur la 3e circonscription où les candidats de gauche ne manquent pas. Reportage signé Pascal Lagorce et Thierry Villéger. Je suis la députée Linda Gourjade. C'est le travail de tout le monde, je pense, la France insoumise. Sur le marché de Saint-Sulpice, c'est jour de tractage pour 2 des candidates de la gauche. Linda Gourjade est la députée sortante socialiste. En 2012, elle l'avait emporté face à la droite au 2e tour, de 300 voix à peine. Aujourd'hui, la bataille s'annonce encore plus compliquée, car pour ce scrutin, la gauche se présente divisée. Un flot de candidatures qui ne l'inquiète pas pour autant. Moi, je m'adresse aux électeurs en disant qu'il faut absolument, dès le premier tour, se rassembler sur ma candidature, sur un vote utile, parce que c'est comme ça qu'on peut gagner cette circonscription. Et je m'inscris sur le projet politique qui est porté par ces 25% d'électeurs qui se sont retrouvés sur ce projet à gauche, sur cette circonscription. La députée comptabilise les 6% de Benoît Hamon à la présidentielle et s'approprie les 19 de Jean-Luc Mélenchon. Une addition qui forcément fait sourire Maud Forgeot, son adversaire de la France insoumise. Je pense que les gens ne se tromperont pas comme ils ne se sont pas trompés à l'élection présidentielle. Ils ont senti qu'il y avait quelque chose et surtout on a redonné un espoir aux gens. Et je pense qu'ils peuvent
comprendre que l'intérêt, c'est d'avoir ces députés France Insoumise qui défendront l'avenir en commun. Même quand les programmes ne seront pas les mêmes, puisque chacun finalement aura son propre programme. C'est le programme du Parti communiste. Oui. Non, c'est pas du Parti communiste, c'est l'avenir en commun. Et il ne faut pas confondre, car le Parti communiste lui aussi aura son candidat, un de plus à gauche. Qu'est-ce que vous voulez ? Au bout d'un moment, il faut prendre ses responsabilités. À plusieurs reprises, nous avons fait le choix de ne pas présenter de candidat. Ça a été le cas pour le Parti communiste à l'élection présidentielle en 2012 et aussi en 2017, où nous avons soutenu la candidature de Jean-Luc Mélenchon. En revanche, nous considérons que nous ne pouvons pas nous effacer partout sur le territoire et disparaître. Et le premier tour, c'est le moment où on choisit. Ces candidatures multiples pourraient faire le jeu du candidat de la droite et du centre. Bernard Carayon, battu aux législatives de 2012, espère bien prendre sa revanche. Le point commun de toutes les candidatures de gauche, aussi bien du candidat Macron jusqu'à l'extrême gauche, c'est que ce sont des candidatures sans enracinement, sans expérience. La division de la gauche, des macronistes jusqu'à l'extrême gauche, montre bien qu'il n'y a pas un projet commun. En revanche, si je suis le candidat unique de la droite et du centre, ça veut dire que j'ai su rassembler. Et c'est dans cette perspective que je fais ma campagne électorale. Il reste 3 semaines pour rassembler et convaincre. Dans cette circonscription du Tarn où le Front National est arrivé en tête au premier tour de la présidentielle, la gauche pourrait bien payer cher ses divisions. Manuel Bompard, on vient d'entendre Bernard Carayon, le patron de la droite tarnaise, le Tarn ou le FN également a des prétentions. Est-ce que cette division de la gauche ne leur offre pas un boulevard finalement ? Non, mais écoutez, on est dans un débat démocratique. Donc il y a plusieurs propositions politiques. On parle de division de la gauche, mais autour de la table, vous avez des gens qui ont soutenu le gouvernement et le bilan de François Hollande et des gens qui l'ont combattu. Il y a une logique, une cohérence politique, parce que ces gens-là se présentent sur des candidatures. C'est pas un meeting ou un congrès, il y a bien des sûr, vainqueurs, mais attendez, et des vaincus. oui, mais écoutez, si je vous disais aujourd'hui qu'avec M. Vincini, on va présenter des candidatures ensemble, personne n'y croirait. M. Vincini, il a soutenu, et c'est son droit, il a soutenu le bilan de François Hollande. Il a soutenu la loi travail, il a soutenu la non-renégociation du traité européen, il a soutenu la proposition de M. François Hollande de faire la déchéance de nationalité. C'est des choses que j'ai combattues. Non, mais peut-être que vous, à titre personnel, peut-être que vous, à titre personnel, vous y êtes opposé, mais jusqu'à preuve du contraire, vous êtes le représentant d'un parti politique qui a soutenu le gouvernement et le président sortant. Je crois que ça sera assez clair pour tout le monde. Donc ça serait quand même pas très crédible si je vous disais aujourd'hui qu'on va partir ensemble. On a des propositions politiques différentes, on a des divergences, et maintenant il y a un débat démocratique et les Français, ils trancheront en fonction du programme qui est le plus proche de leurs convictions. Écoutez, moi je pense que là, ce débat, ça doit intéresser les électeurs. C'est surtout pour leur donner des repères aussi, parce que c'est très compliqué. Exactement. Mais je ne pense pas que tel que ça se déroule aujourd'hui, ils puissent avoir une idée du choix qu'ils puissent faire. Oui, tout le monde sait, ça fait déjà suffisamment de temps que la gauche est divisée. À l'occasion de cette élection, les partis ont explosé, ont implosé. Ce qui compte aujourd'hui, c'est pas de regarder derrière nous, c'est de regarder devant nous. On a un président de la République, on a une offre politique, on doit se mettre en position de faire, d'agir, parce que la France nous attend de ce point de vue-là. Ça veut dire quoi ? Qu'il n'y a plus de clivage droite-gauche ? Moi, je crois qu'il y a un clivage droite-gauche. J'en suis convaincue. Par contre, je pense en effet que le cadre traditionnel des partis politiques et de la gauche et de la droite a explosé. Ça a bien été expliqué. Et je crois que maintenant, on est sur des lignes de refondation. Et ça, vous le regrettez ? Vous vous réjouissez que ce cadre a explosé ? Parce que Emmanuel Macron, il est très content de faire exploser les cadres. Moi, je ne m'en réjouis pas. Il n'est pas très content. Il savait que de toute façon, on n'aboutirait pas. Il y a quelques mois déjà, sur votre antenne, je disais, le Parti socialiste ne peut pas gagner cette élection. Et en effet, il ne pouvait pas la gagner. Regardons devant nous. Travaillons pour la France, pas pour les prochains congrès ou pas pour des gens qui n'ont pas accepté la défaite. C'est le cas de Mélenchon. Moi, je crois qu'après, il s'agit d'avoir le débat sur le fond. C'est-à-dire que quand les choses explosent, il faut les reconstruire. On les reconstruit avec du neuf et on les reconstruit avec des hommes et des femmes, avec des courants politiques, avec des choses structurées. Moi, mon engagement personnel et l'engagement de mon parti, c'est de continuer à tracer le sillon de la transformation sociale. Quand Monique Iborra, je m'arrêterai là, tient un discours sur la dette en disant qu'il faut encore réduire la dette, il faut encore diminuer le périmètre des services publics. Moi, il faut encore, mais c'est le programme d'Emmanuel Macron, 200 000 suppressions de fonctionnaires.
Mais écoutez, on retravaille à partir de cet été le Code du travail à coup d'ordonnance. C'est-à-dire que c'est à la fois un déni démocratique et à la fois... Mais bien sûr que si, gouverner par ordonnance, c'est un déni démocratique, Madame la députée. Et donc, moi, le choix que je fais, c'est un sillon progressiste qu'on travaillera, mais qu'on ne travaillera pas avec une hégémonie, mais qu'on travaillera tous ensemble, avec des courants et avec des hommes et des femmes. On a parlé, là, Sébastien Vincini, des lignes qui bougeaient, des reconstructions, etc. Est-ce que le PS, aujourd'hui, doit se reconstruire ou mourir ? Le Parti socialiste, on ne pourra pas faire l'économie de sa refondation, en tout cas d'une réouverture vers les citoyens. Est-ce que c'est pas tellement grave qu'il ne s'agit pas de refonder, mais de tenir compte d'une forme d'acte de décès et de renaître de ses cendres ? On ne constate le décès d'une formation politique que quand elle est remplacée par une autre. Donc il faudra faire effectivement la refondation, rediscuter sur des lignes de partage et d'ouverture vers d'autres formations politiques. C'est essentiel, la gauche ne va pas disparaître parce que le clivage gauche-droite, c'est ce qui a fondé les grandes avancées sociales dans ce pays. Aujourd'hui, lorsque j'entends dire effectivement, c'est 120 000 besoins de demande de suppression de fonctionnaires. Est-ce que vous croyez dans un département comme le nôtre, où il y a 20 000 nouveaux arrivants, qui n'y a pas besoin de place en crèche, qui n'y a pas besoin de renfort de personnel dans les hôpitaux, il suffit d'aller dans les urgences. Peut-être un peu moins de fonctionnaires au conseil départemental. Nous faisons des efforts. Si vous suiviez en tant que député de la Haute-Garonne, si vous suiviez en tant que député de la Haute-Garonne les efforts que nous fournissons au sein de cette collectivité que nous modernisons, justement, vous verrez que nous sommes en train, depuis 2015, de baisser les effectifs, Madame Iborra. Mais pour investir, nous ne réduisons pas le périmètre du service public. Nous investissons dans d'autres champs. Manuel Bompard, quand Sébastien Vincini parle de refondation, de reconstruction du PS, de dialogue avec d'autres formations de la gauche, vous êtes prêt, vous, à entamer le dialogue avec le Parti socialiste ? Malgré, on l'a vu, les divergences grandes qu'il y a eu au moment de la présidentielle. Mais dans la configuration actuelle, comme je disais tout à l'heure, ce serait prendre les électeurs pour des imbéciles. Aujourd'hui, le Parti socialiste, dans cette élection législative, finalement, une partie a rejoint déjà M. Macron. Une autre partie, pour l'instant, reste au sein du Parti socialiste pour aller faire la force d'appoint d'une éventuelle majorité, sur 577, de M. Macron. Il y a plus de députés de droite. Bien sûr, sauf si vous prenez aujourd'hui un engagement au nom du Parti socialiste qui est que vous ne rentrerez pas dans une majorité avec M. Macron. Mais pour l'instant, aucun de vos dirigeants n'a pris cet engagement. Sinon, je dis aujourd'hui que vos députés viendront faire la force d'appoint à une députée en Haute-Garonne, les députés socialistes ne rejoindront pas la majorité parlementaire qui soutiendra le gouvernement d'Édouard Philippe, je vous le certifie. Parce que dans leur document de campagne, dans l'expression orale, c'est loin d'être clair, très loin. Pour une gauche constructive. Il y a sur des projets de loi la moralisation, par exemple, et la rénovation de la vie publique. Mais bien entendu qu'on votera. Est-ce que oui ou non Non, mais ok, vous avez pris un engagement. Je pense que les électeurs pourront le vérifier. En tout cas, c'est pas ce que j'ai entendu au niveau national. Au niveau national, il me semble que les députés issus du Parti socialiste, encore une fois, certains ont rejoint tout de suite Monsieur Macron et d'autres se préparent à le rejoindre après l'élection. Celui qui a dit qu'il rejoindrait Emmanuel Macron. Je pense que clairement n'a pas été investi par le Parti socialiste. Il s'agit de Manuel Valls. Je pense que cette confusion, j'aimerais bien aller au bout. Je pense que c'est. Il faut être clair. Alors, je vais aller au bout si c'est possible. Attendez, on va laisser terminer Manuel Bompard. Juste, je pense que comme je ne crois pas, contrairement à Madame, que le débat est tranché par l'élection présidentielle, je pense que c'est l'objet du débat législatif. Je pense qu'il faut que les choses soient claires et dites. Donc, il y a une ligne qui est celle de Monsieur Macron. Elle existe dans le pays. Bon, et tous ceux qui sont d'accord avec cette ligne-là, il y a 3 bulletins de vote pour le faire. Et il y a une ligne de ceux qui ne sont pas d'accord avec M. Macron et qui veulent au contraire une orientation autour du partage des richesses, de la transition écologique, du passage à une 6e République. Et ça, il y a une famille qui est autour de M. Mélenchon. Voilà, c'est assez simple. On verra ça, on le verra à l'œuvre. Pour conclure, en 30 secondes chacun, vraiment, parce qu'on arrive au terme de l'émission, on l'a dit, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, d'ailleurs je crois que c'était le candidat communiste, est-ce qu'il peut y avoir finalement un premier tour où on choisit et un deuxième où il peut y avoir des unions, des alliances entre vous, Marie-Pierre Vieux ? Moi je suis toujours pour choisir au premier tour. Après, j'aurais préféré, malgré tout, qu'au premier tour, on soit unis, parce qu'on avait plus de force, parce qu'on aurait créé une dynamique commune. Au second tour, on élimine. Et puis, il est besoin également de reconstruire. Je crois que le message politique qu'il faut porter aujourd'hui, c'est l'idée que la gauche, elle est en travail
et qu'elle va se reconstruire autour de valeurs et de combats sociaux. Même question, Manuel Bompard, est-ce que vous pensez qu'au second tour, il peut y avoir des mains tendues, des alliances entre vous si des candidats issus du Parti communiste sont présents au deuxième tour, je pense que c'est évident que nous les rejoindrons et je pense que ça sera le cas dans le cas inverse. Bon, voilà, donc bien sûr qu'il y aura des... L'axe est clair, là, au moins, pour les électeurs. Sébastien Mancini, pareil, est-ce qu'il peut y avoir des alliances à gauche? Lorsqu'on s'engage dans une élection, on se bat pour le premier tour et je crois que notre démocratie en a besoin. La pluralité est nécessaire au Parlement pour le bon fonctionnement démocratique et pour installer également des contre-pouvoirs. Sinon, une majorité écrasante, aujourd'hui, je pense que la loi El Khomri, c'était de la crème Nivea comparé à ce qui nous attend sur la réforme du Code du travail par ordonnance. On verra. Après le second tour, vous savez, dans un département comme le nôtre, où le Front National a quand même été très élevé, nous, on ne se trompera pas au second tour et on parlera d'une seule voix face à l'extrême droite si on n'est pas qualifié. Ce que tout le monde n'a pas fait. Ce que je voudrais... Même question, Monique Iborra, pour conclure en 30 secondes. Est-ce qu'il peut y avoir des alliances? On a vu qu'il y avait la main tendue d'élus de droite que veulent saisir les élus de droite. Est-ce qu'il peut y avoir des alliances pour vous également ou est-ce que vous comptez garder En Marche unique candidat Mais écoutez... franchement, depuis le début, ça ne vous a pas échappé qu'il n'y avait aucun accord d'appareil avec qui que ce soit. Sauf le Modem. Absolument. Avec le Modem, c'est une alliance. Et avec le PRG dans le Tarn-et-Garonne, deuxième circonscription. Le PRG dans le Tarn-et-Garonne, c'est un autre problème. Moi, ce que je dis, ce serait trop long, mais on peut faire un débat, si vous voulez, sur le sujet. On peut relancer un débat, mais il vous reste 30 secondes, pas plus. Ce que je veux vous dire, c'est que aujourd'hui, 60% des personnes interrogées sont d'accord avec ce qui a été proposé par Emmanuel Macron au niveau de l'offre politique. Demain, je leur fais confiance. Je sais qu'ils voudront donner une majorité à ce président et que donc, on n'aura pas besoin de faire des alliances avec qui que ce soit. Ce seront les citoyens qui décideront. Il n'y a pas besoin d'élection avec Monique Iborra. Réponse quand même le 18 juin. C'est magnifique. Réponse les 11 et 18 juin pour savoir si les Français aspirent à ça ou pas. Merci à vous en tout cas d'avoir accepté notre débat, un débat qui continue, vous le savez, sur notre blog politique. Quant à moi, je vous retrouve dès lundi, donc dès demain, pour les échos de campagne dans les journaux de midi et du soir. Et puis la semaine prochaine, on s'intéresse à la droite. Peut-elle prendre sa revanche? Oui, je sais, ça vous fait pas plaisir, mais bon. Peut-elle prendre sa revanche sur ces législatives? Réponse donc dimanche prochain. Merci à vous.